Je remercie Gilles. Et j'ai refait la pub, c'est important. Ça, c'est une petite présentation, une petite brochure sur l'ensemble du projet du centre de soins, non, du centre Primo Levi, donc association Primo Levi, qui s'appelle dorénavant Centre Primo Levi. Et je vais vous présenter tout cela. Mais vous avez une condensée de tout ce que je vais dire là-dedans, mais vraiment une condensée. Et mémoire, c'est un numéro de mémoire que je vous ai amené qui parle de l'isolement, à quel point ça aussi c'est une violence que les patients que nous recevons vivent. J'ai essayé effectivement de choisir un numéro pour votre lecture qui ne soit pas trop ardu, parce que nous avons des psychologues qui écrivent parfois de façon, bon, qui s'adressent à aussi des professionnels, hein, donc c'est vrai que parfois il y a un petit peu de jargonnage. J'ai essayé de choisir un numéro où il n'y en a pas beaucoup et qui concerne effectivement ce que sont devenus, ce qui est devenu les effets du non-accueil, hein, de ces personnes exilées. Voilà. Donc c'est gratuit, mais vous avez le droit aussi de vous abonner si vous avez envie de soutenir le centre. Oui, c'est fortement conseillé. C'est fortement conseillé. Et de faire circuler autour de vous si vous êtes en contact avec des personnes qui sont en contact avec des exilés, d'une façon ou d'une autre, que ce soit au titre bénévole, ou dans leur profession, ou dans leur monde associatif. C'est intéressant effectivement de pouvoir s'abonner toujours, mais sachez qu'on vise surtout que ces écrits circulent et soutiennent d'autres professionnels et d'autres bénévoles en lien avec les exilés. Et de fait, tout est téléchargeable sur notre site, hein, donc c'est accès gratuit normalement. Donc je vous le dis, l'abonnement étant une façon d'avoir la chose en papier, hein. Moi j'y tiens encore beaucoup au papier, peut-être que vous aussi, mais c'est aussi une façon donc de soutenir l'association Primo Levi. L'association Primo Levi date d'il y a bien longtemps, maintenant 26 ans, de 1995. J'y suis depuis le début, puisque je fais partie du petit groupe de 7 personnes, puis 5 cofondatrices de l'association, et cofondatrices avec d'autres, parce que vraiment, le point de départ, c'était ce que nous souhaitons créer, ce que nous souhaitons fonder, est la chose de personne. C'est un projet. C'est un projet porté à plusieurs et doit être porté collectivement. Et c'est là où on a eu, je trouve, une idée formidable, c'est de chercher des partenaires, hein, d'être soutenu par des partenaires et de chercher des partenaires pour créer une nouvelle entité, donner vie à une nouvelle entité, un groupement interassociatif qui a engagé d'autres associations dans cette aventure, cette folle aventure, parce que les groupements interassociatifs, très normalement, ne tiennent pas dans la durée. C'est quasiment une règle. Et ça nécessite beaucoup d'énergie pour que ça tienne. Et bien ça tient, ça tient. Ça fait 26 ans, donc j'en suis témoin. Et dans cette salle, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Hoffmann, qui est un de nos administrateurs, puisque chaque association fondatrice, je vais vous en parler, a 2 délégués au conseil d'administration, donc qui se dévouent bénévolement pour soutenir, pour donner une direction à cette association et soutenir les activités de cette association. Les associations fondatrices donc sont l'ACAT depuis le début, Amnesty International, la section française d'Amnesty International. Donc pour nous, Amnesty International et l'ACAT étaient des partenaires évidemment naturels, hein, qui allait de soi, j'ai envie de dire, à impliquer dans cette folle aventure. Et aussi, nous sommes allés chercher d'autres partenaires, Médecins du Monde notamment. Je viens de parler tout à l'heure, au début, quand j'étais arrivée, avec un médecin qui, je ne sais pas où elle est, qui travaille à la CAFDA et qui est au nom de l'association Médecins du Monde. Donc Médecins du Monde s'est senti tout de suite impliqué, intéressé par ce projet de centre d'un lieu spécifiquement dédié aux victimes de torture et de violences politiques. Donc, Médecins du Monde aussi nous a proposé comme partenaire Juristes sans frontières à l'époque, hein, qui était une association avec laquelle Médecins du Monde avait beaucoup travaillé dans des contrées difficiles, hein, puisque Médecins du Monde a envoyé
beaucoup de personnes, beaucoup d'expatriés volontaires dans des régions du monde extrêmement difficiles. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'association Primo Levi existe depuis 95. 95, c'était les années 94, 95. C'était deux événements majeurs, deux événements qui nous ont, j'ai envie de dire, anéantis, hein, et qui a donné sens à la fondation d'une nouvelle association pour les victimes de torture. C'était d'une part un génocide au Rwanda. Je veux dire, nous avons assisté à un génocide à la fin du siècle quand même. Chose à laquelle on ne pensait jamais devoir assister à nouveau. Pour moi, c'était une... Je ne sais même pas comment... Je ne peux pas qualifier ce que ça me fait de savoir que de mon temps, j'ai assisté bouche bée à un génocide qui s'est déroulé quasiment sous nos yeux. Et par ailleurs, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. L'Europe s'est construite sur l'idée qu'il n'y aura pas de guerre sur cette terre, le territoire de l'Europe. Ça s'est construit contre la guerre, pour éviter la guerre. Et voici, nous étions mis devant le démantèlement d'un pays en plusieurs entités, et on commençait à entendre parler du nettoyage ethnique. Encore une fois, des notions, des choses auxquelles jamais de la vie j'aurais pensé entendre, assister, et témoin de ça. Et donc c'était, voilà, ça nous a énormément mobilisés de savoir qu'un lieu de soins allait pouvoir exister sur des critères et sur sur une qualité des exigences que nous allions avoir à cette époque-là. Nous étions issus, les 7 puis 5 fondatrices de départ, d'une autre association qui s'appelle Havre. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, puisque vous êtes là depuis des années aussi, je sais, au sein de la CAT, pour beaucoup d'entre vous. L'Havre était la première association qui a vu le jour en France en 86, oui, en 86, dédiée spécifiquement aux victimes de torture. C'était le premier centre de soins dédié aux victimes de torture. C'est dans les années 80, effectivement, 85 plus spécifiquement, que le premier centre de soins pour victimes de torture a ouvert ses portes au Danemark. Des professionnels de la santé issus d'Amnesty International à l'époque, la commission médicale d'Amnesty International à l'époque, étaient partis en Grèce au moment où il y a eu des procès contre les colonels, contre la dictature à l'époque, et avaient eu accès, avaient été en contact avec des victimes de torture. Et ils se sont rendus compte à quel point les faire sortir de prison, certes, c'était primordial, absolument nécessaire, et M. Orange l'a dit tout à l'heure, ne pas se sentir seul derrière les barreaux, c'est extrêmement important. Mais une fois qu'ils sont sortis, qu'est-ce qui les attend? Comment est-ce qu'on peut les soutenir? Qu'est-ce qui est proposé? Donc de cette expérience-là, d'avoir assisté à ces procès, d'avoir été en contact avec des victimes de torture issues de la Grèce, il y a eu l'idée d'ouvrir le premier centre de soins pour victimes de torture. Donc la France n'était pas en reste, puisque très rapidement, il y a eu un centre de soins en France, soutenu aussi par Amnesty International, mais assez rapidement aussi par la CAT. Donc la CAT soutenait l'Havre. Moi, j'avais rejoint l'Havre en 86, un an après son ouverture, et j'étais bénévole pendant 3-4 ans. Et c'est avec cette implication bénévole que j'ai découvert le monde de la torture, en fait. Je suis turque du côté de mon père, et je venais de la Turquie. Et je me suis proposée pour travailler dans ce lieu qui cherchait des bénévoles. J'avais l'impression que ce que je trouverais là, c'était un espace international, puisque j'avais l'impression de ne pas avoir de racines, moi de mon côté, et que ça serait intéressant de rencontrer des personnes de partout dans le monde et de venir en aide à ces personnes. Je ne savais pas comment, en fait, mais je faisais des études de psychologie à l'époque, et je me suis proposée. Et c'est
ma connaissance de la langue turque qui a prévalu dans cette implication, puisque là était le besoin, en 86-87, et j'ai été interprète en langue turque pour un monsieur pendant 1 an. Le monsieur qui était considéré le patient le plus amoché par la torture dont il avait été victime en Turquie. Et plus il parlait, plus je me rendais compte que j'étais dans la même ville que lui, dans un espace totalement privilégié, totalement autre. Je faisais mes études de lycée, j'étais au lycée, pendant que lui il se faisait torturer au commissariat de police, pas trop loin de mon école. Donc ça vous fait quelque chose quand vous entendez des choses comme ça. Bien évidemment, j'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit. Bien évidemment, je ne pouvais pas agir pour qu'il n'ait pas eu à vivre ça. Mais je pouvais agir à mon humble niveau en lui portant voix, en rendant la communication possible entre lui et son médecin, puis entre lui et son psychologue, puis entre lui et son assistante sociale, puis entre lui et les différents guichets divers et variés où j'ai pu l'accompagner, puisque j'étais bénévole, j'acceptais. Je l'accompagnais dans ses démarches, je l'accompagnais dans sa démarche de demande d'asile et aussi dans ses démarches diverses et variées pour aller chez des spécialistes, pour aller à l'hôpital. J'ai découvert l'hôpital français, j'ai découvert l'organisation des soins, qui n'est pas une mince affaire. J'ai découvert, par exemple, quand on va à l'hôpital, je crois que c'est maintenant, ça doit exister encore, quand vous allez chez un spécialiste, il y a des petites vestibules où on vous demande de vous déshabiller. Il y a une porte qui s'ouvre, on vous demande de vous déshabiller. Vestiaire. Oui, il y a trois ou quatre. Comme ça, le médecin ne perd pas de temps. Le médecin ne perd pas de temps. Les patients sont déjà dans leur vestiaire. Il y a une porte qui ouvre, il y a une autre porte qui... Voilà. Et moi, je me trouvais avec ce monsieur dans le vestiaire, puisqu'il y avait besoin d'interprètes et la nécessité de l'interprétariat à l'époque était encore moins connue qu'aujourd'hui. Ça a fait son chemin puisqu'on a fait beaucoup de plaidoyers sur ce sujet, de la nécessité d'avoir accès à des interprètes professionnels et pas le copain du coin ou quelqu'un de la famille ou un enfant qui est déscolarisé parce qu'il accompagne ses parents à droite à gauche et il prend connaissance de plein de choses dont il n'a pas à prendre connaissance d'ailleurs, quand il accompagne sa mère chez le gynécologue ou son père à tel guichet. Bref, je me suis trouvée propulsée dans le monde que l'exilé est amené à vivre, aussi bien, je vous disais, dans la démarche de la demande d'asile et toutes ses complications et toutes ses exigences, mais aussi dans le parcours de soins. Je me souviens une fois d'ailleurs avec ce monsieur en particulier, on s'est trouvé dans le noir parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une lumière, personne ne nous avait dit. Donc on était dans le noir et on lui avait demandé de se déshabiller. Donc lui, il était à moitié déshabillé, n'osant pas se déshabiller plus, et à juste titre. Et moi, ne sachant pas, il n'y avait pas de place pour l'interprète en fait. Rien n'a été pensé, rien n'a été prévu à l'époque. Je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus prévu aujourd'hui. Bref, et tout d'un coup, alors que j'essayais de faire en sorte que l'anxiété ne s'installe pas chez lui, parce qu'au noir, dans le noir, seul, bon, heureusement qu'il y avait cette présence, mais à un moment donné, sans crier gare, personne ne nous avait expliqué, paf, la porte s'ouvre. Il y a le spécialiste qui, lui, est prêt à voir le patient. Et donc, il dit, rentrez. Donc, vous avez ce monsieur en slip qui rentre, et il y a le spécialiste avec ses internes à côté, donc ils sont en 3, 15, tous habillés, évidemment, et moi. Je veux dire, imaginez un peu ce que ça peut être pour des personnes qui ont à vivre ces moments-là. Je vous le donne en exemple parce que c'est juste une petite anecdote pour vous dire que on ne pense pas nécessairement à la dignité de chaque être. C'est quand même quelque chose d'être nu devant un ensemble de personnes qui ne sont pas présentées, qui ne se présentent pas d'ailleurs. Et ils n'ont pas de temps à perdre non plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de Selamalek. On passe tout de suite aux choses sérieuses. Et on vous dit que c'est pas... parce qu'il y a d'autres portes à ouvrir après. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile. Je suis en train de passer de coq à l'âne, mais ça va retomber sur ses pattes
assez rapidement. Je voulais donc dire qu'il y avait, on était issus donc de l'Avre. Il y a eu un certain nombre de choses avec lesquelles on n'était pas d'accord à un moment donné au sein de l'Avre, ce qui a fait que nous sommes partis, et nous sommes partis avec l'idée, le ferme intention d'ouvrir un nouveau lieu qui serait respectueux de toute personne exilée venue en France. J'ai oublié de vous dire que pendant une année, j'étais l'interprète d'une personne en particulier, mais très rapidement, il y a eu beaucoup de personnes ici de Turquie à l'époque. Vous vous rappelez peut-être dans les années 80, il y a eu le coup d'État militaire le 12 septembre 1980, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de Turcs, puis beaucoup de Kurdes qui sont arrivés. Les Kurdes maîtrisaient mieux le turc que le kurde à l'époque, puisque le kurde était vraiment interdit à tous les niveaux, hein, et même à la maison. Et donc, je pouvais faire fonction d'interprète pour les Kurdes qui souhaitaient plutôt parler en turc que kurde à cette époque-là. Bref, petit à petit, donc, je suis rentrée dans une équipe qui n'était pas tout à fait constituée. C'était une de nos plaintes d'ailleurs, qu'il n'y avait pas une équipe constituée, que des personnes venaient faire des demi-journées par-ci, demi-journées par-là, et qu'il n'y avait pas des espaces d'échange suffisants entre les personnes qui travaillaient autour des personnes victimes de torture et de violences politiques. Et on s'est rendu compte à quel point il y avait une prédominance aussi d'un point de vue, un regard médical sur la question de la torture. C'était surtout des médecins qui décidaient du parcours de soins de ces personnes qui faisaient appel à ce lieu, qui était donc unique en France. Et on s'était dit, mais l'aspect psychologique est éminemment important. Les effets à long terme sont aussi psychologiques et dignes d'intérêt, dignes de soins nécessaires, et qu'il n'y ait pas une discipline qui est plus important que l'autre, que l'apport de chacun, c'est justement l'apport de l'ensemble de professionnels qui concourent au mieux-être des patients qui est important. C'est un travail pluridisciplinaire et il faut respecter la valeur pluridisciplinaire de ce qu'on propose. Et c'est avec ces valeurs-là, d'ailleurs, que nous avons créé l'association Primo Levi, donc avec Amnesty, ACAT, Médecins du Monde, Juristes sans frontières, et nous sommes constitués en une association fondatrice, au même titre que les 4 autres que je viens de vous citer, que nous avons appelée Trêve, puisque nous avions déjà trouvé le nom de Primo Levi. Et Trêve, pour ceux qui sont des lecteurs de Primo Levi, est un ouvrage qui s'appelle Trêve et qui parle du retour, de comment, de la longue marche qu'il a dû faire à la sortie des camps, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des mois et des mois pour retrouver son chez-soi et toutes les péripéties de ce retour. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive? Quelle est la vraie vie quand on a vécu une chose pareille? Est-ce que c'est la vie qu'on a laissée derrière au camp, ou est-ce que c'est cette nouvelle vie qu'il va falloir investir en ayant cette expérience traumatique? Qu'est-ce que c'est la vie? Et comment est-ce qu'on va être accueilli? Comment un des rêves récurrents, plutôt un cauchemar, il faut dire, récurrent de Primo Levi quand il était dans les camps, c'était qu'il allait parler de ce qu'il avait vécu et que personne n'allait le croire. Les gens allaient se détourner. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour les personnes d'écouter les survivants. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup se sont tus. On croit qu'ils n'ont pas voulu parler. Il n'y avait pas grand monde pour les écouter non plus, il faut le dire. Je pense qu'il y avait une espèce de positivisme aussi, où on se disait, c'est formidable, tu es en vie, tant sont morts, maintenant il faut regarder de l'avant. Une espèce de... Allez, si on veut, on peut. Ne parle pas de tout ça. Mais ne parle pas de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Où est-ce qu'on le met tout ça? Avec qui on le partage? À quel moment on peut le partager? Et c'est vrai que beaucoup de survivants, beaucoup de victimes de torture et d'atrocités et de barbarie se taisent ou ne parlent pas dans leur famille ou les proches parce qu'ils n'ont pas envie non plus de les alourdir avec ça, de leur faire du mal. Ils ont l'impression aussi qu'il y a une espèce de transfert de ce traumatisme. Ils s'abstiennent, mais ils restent seuls avec ça. Et c'est là où on a estimé que le nom de Primo Levi était tout à fait adéquat pour un lieu comme ça, parce que
1995, on était en train de clore le siècle avec 2 événements majeurs. On avait dit plus jamais ça, et on était confronté à ce plus jamais ça qui était en train de se faire, et qu'il fallait soutenir des personnes qui étaient issues de ces conflits, de ces guerres, de ces tortures, de ces traumatismes. Et c'était important de leur proposer un lieu, un espace pour les écouter et pour les aider à revivre après de tels événements. Maintenant, ce qui est intéressant et important à connaître de l'association Primo Levi, c'est que c'est un projet complet. Ce n'est pas qu'un centre de soins, ce n'est pas qu'un lieu qui accueille concrètement les personnes, des victimes de torture et de violences politiques. C'est aussi un lieu qui intègre le fait qu'il fallait très vite intégrer le fait de former d'autres, de transmettre à d'autres l'expérience acquise auprès de ces personnes, auprès de nos patients, pour que d'autres encore puissent envisager d'accueillir ces personnes sur le territoire français et au-delà. Parce qu'il nous arrive aussi de former au-delà de la France. On a aussi beaucoup fait de formation à l'extérieur, selon nos moyens, parce que c'est une petite équipe, je vais vous en parler. Mais c'était important de créer des outils, et Mémoire en fait partie, créer des outils de transmission, hein, aussi bien d'un savoir-faire qu'un savoir-être auprès de ces personnes. Et très vite aussi, on s'est dit, je veux dire, le projet complet était immédiat, l'idée qu'il y ait un plaidoyer à mener. Le nom de Primo Levi n'était pas choisi au hasard, je vous ai dit. Hein. Cet immense témoin du siècle dernier était aussi emblématique autour de l'idée d'en dire quelque chose, du pourquoi ces personnes étaient dans cette situation, pourquoi ils sont là aujourd'hui en France, pourquoi on partage le bus, le métro, divers lieux avec des personnes qui sont exilées de chez eux. Pourquoi ils sont là? Il faut pouvoir en dire quelque chose, c'est pas le hasard, c'est pas un projet migratoire comme on nous laisse croire. Les mots qu'on utilise ont leur importance. Je vais faire une parenthèse quand même, c'est qu'en 2015, quand on a vu la photo, cette photo qui a quand même ému, et heureusement, beaucoup de personnes, de ce jeune enfant face sur le sable, sur une plage de Lesbos, quand on a vu, non, c'était pas Lesbos, c'était en Turquie même, pardon, c'était pas, ça a ému beaucoup de personnes, tant mieux. C'était le seul moment, pendant 6 mois après, qu'on a commencé à parler des réfugiés. On a commencé à nommer toutes ces personnes qui essayaient de traverser la Méditerranée, qui essayaient de traverser le petit bout de mer entre la Turquie et Lesbos comme étant des réfugiés. Très rapidement après, on est revenu sur l'idée des migrants. Là, on en parle des migrants. Il ne s'agit pas de migrants, il s'agit d'exilés, des personnes qui sont contraintes. Ils n'ont pas un projet migratoire comme on peut nous laisser croire. Ils sont obligés de partir. Ça n'a rien de... Et donc le plaidoyer, le fait de nous-mêmes être témoins, que l'association Primo Levi se constitue en témoin, nous a paru très importante dès le départ. Donc 3 axes de travail s'est imposé à ceux qui ont créé l'association Primo Levi d'emblée: le centre de soins, la formation, la transmission et le témoignage, un plaidoyer nécessaire pour soutenir les personnes qui sont là aujourd'hui, pour expliquer un peu à tous ceux qui ignorent, sans doute, qui ne cherchent peut-être pas à savoir un peu plus, sur ce que ces personnes vivent ici, la dignité dont ils devraient bénéficier, mais réellement, qu'il y ait un réel accueil qui soit à leur disposition. Depuis 1986, je n'ai même pas fait le calcul, mais ça fait plus de 30 ans donc, que je suis dans ce domaine, j'ai malheureusement du recul et ça ne va pas pour le mieux. Sincèrement, c'est devenu de pire en pire pour les exilés, c'est devenu de plus en plus restrictif, de
plus en plus dégradant, de plus en plus humiliant. Parfois, c'est vraiment une farce. C'est tellement aléatoire la manière qu'on est accueilli, tellement aléatoire si on obtient ou non un statut qui vous permet de rester de manière stable en France. C'est tellement, tellement, j'ai envie de dire n'importe quoi parfois, que voilà, il faut avoir une certaine énergie, hein, dirions-nous. Et je suis d'accord avec Guy Orange qui disait qu'il faut avoir une boussole. Hein. Je pense que, en effet, et peut-être ce qui nous tient dans cette, à espérer aussi, c'est de ne pas être seul non plus, nous, du côté soignant, hein, nous, du côté de ceux qui essayons d'œuvrer au sein de cette association, c'est de se sentir en équipe, hein, d'être en équipe, que la valeur équipe ait un sens. Et ça l'est beaucoup. Quand je vous ai parlé je vais vous parler de la formation et du plaidoyer d'abord, et je viendrai au centre de soins après. Donc, la formation et le plaidoyer, le témoignage qu'on met en marche, qu'on met en œuvre au sein de l'association Primo Levi, n'a de légitimité que parce qu'il y a un centre de soins, hein, n'a de légitimité que parce qu'on est auprès des patients et qu'on les voit, on les connaît, on les suit, on les accompagne dans la durée. Et ça nous donne un immense avantage, un privilège de pouvoir observer et d'être en prise avec comment cet environnement hostile a un effet sur les personnes. On peut en dire quelque chose, on peut transmettre quelque chose de ce que nous observons auprès de nos patients, et ce qu'on essaie d'accompagner auprès des patients. La formation pour nous semble effectivement très importante. Très vite, puisque je vous ai dit, il s'agissait d'une petite équipe au départ qui était issue du premier lieu qui en France s'était consacré aux personnes victimes de torture et de violences politiques. On avait déjà une expérience. Donc très rapidement, on a été sollicité pour cette expérience que nous avions déjà et que nous étions en train de mettre en œuvre dans un nouveau lieu. Et on répondait aux demandes. Pendant des années, on a répondu à tous ceux qui nous sollicitaient pour mettre en place des séances de formation à leur disposition. Puis c'était en 2002-2003 que nous avons créé un centre de formation agréé pour pouvoir faire des propositions de formation, hein, où un grand nombre de professionnels pourraient s'inscrire pour bénéficier de formations thématiques que nous avions identifiées comme les plus demandées autour du psychotrauma, autour des formations concernant les femmes, des personnes, des mineurs isolés, des enfants, plein de thématiques, si vous voulez, que nous dispensions auprès de professionnels et de bénévoles qui souhaitaient se former. Mais bien avant aussi, il y a eu le journal qui a vu le jour, mais vraiment en deuxième année d'ouverture de l'association, on a ressenti le besoin de créer une revue parce que nous avons ressenti le besoin de prendre du recul par rapport à ce que nous constations, hein, le travail auprès des patients était tellement prenant, tellement, comment dire, surprenant parfois. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, je crois que c'était Madame Merian, de combien on peut être impacté par ce qu'on constate de ce que l'homme est capable de faire à son semblable. Hein, D'abord, il le déclare comme n'étant pas semblable, hein, parce que pour faire ce qu'il a à faire ou pour faire ce qu'il fait, d'abord, il décrète que l'autre n'est pas un semblable. C'est à cette condition qu'un certain nombre de choses peuvent se faire. Mais de voir de quoi l'homme est capable, je peux vous dire que ça mérite d'être en équipe pour pouvoir y réfléchir, mais ça mérite aussi ça nécessite des moments de recul nécessaires pour pouvoir continuer dans le domaine, hein, d'écrire des apostrophes, mais aussi de décrire parfois ce qu'on est amené à constater, à voir, à accompagner, à ressentir parfois. C'est important d'écrire. Et très rapidement,
la revue a d'abord, j'ai envie de dire, pour être très honnête, a vu le jour parce que nous en avions besoin. Donc c'est un espace, un support où toutes les personnes qui travaillent au centre de soins peuvent écrire. Mais très rapidement aussi, c'est devenu un moment, un espace, un support où on invite d'autres professionnels ou d'autres associations, d'autres partenaires de s'exprimer autour de thématiques choisies, à chaque fois différents, pour parler du travail que nous faisons. Très rapidement aussi, je crois que c'était en 2003, là aussi, on a décidé de faire des colloques, toujours dans cette idée de former, informer et donner des outils de réflexion à d'autres. Parce qu'on a nous-mêmes expérimenté à quel point nous avions besoin d'être nourris intellectuellement, d'être confrontés à des échanges, des discussions avec d'autres professionnels. Et on se disait, sans doute, les autres en ont besoin aussi. Les exilés, ils ne sont pas tous à Primo Levi. Ce n'est pas possible puisque nous recevons 400-420 personnes par an. Je vais y venir. Ce n'est pas avec 400-420 personnes par an que nous recevons que la demande est traitée en France. Donc il y a énormément de lieux qui sont en contact avec les exilés qui mériteraient d'être soutenus et se sentir affiliés à d'autres qui font ce travail. Et nous avons créé donc les espaces de colloque. Et on fait un colloque tous les 2 ans, là aussi autour des thèmes. On a fait des thèmes autour de la thématique de l'oubli, de la pudeur, autour de l'éthique, autour plein de sujets qui là aussi mettent l'équipe au travail. Pendant 2 ans, on est amené à réfléchir et à concevoir 2 journées de colloque qui est devenu un moment de rencontre et un rendez-vous attendu par nos partenaires régulièrement. Le prochain colloque aura lieu sans doute début 2023 et sera consacré à la thématique au thème du silence. Vaste sujet. Ça vous laisse sans voix. Oui, c'est ça. Je vous disais, le 3e axe de travail que nous avons en dehors du centre de soins, c'est le plaidoyer, l'action politique, le fait de témoigner de ce que nos patients vivent. Et ça me paraît très important. On est en contact avec des bailleurs, on est en contact avec des décideurs, on est en contact avec ceux qui peuvent changer la donne. Souvent, on le fait avec d'autres, des campagnes ou des plaidoyers. On le mène avec d'autres. On a créé un réseau de centres de soins en langue française, puisque les réseaux anglophones existent. Nous étions régulièrement aux réunions annuelles de réseaux européens de centres de soins, où la langue commune est l'anglais. Et on se retrouvait avec des collègues qui travaillaient dans d'autres lieux, dans d'autres centres francophones. Et on s'est dit, mais c'est dommage que ça ne soit qu'à ces occasions où il y a les rencontres annuelles de réseaux européens que nous nous rencontrons. Créons des moments, des espaces où on peut se retrouver régulièrement au sein d'un réseau francophone. Et c'est comme ça que plusieurs centres de soins en fait, qui existent, qui ont vu le jour bien après le centre Primo Levi, se retrouvent en France maintenant ou dans d'autres pays francophones pour parler de nos préoccupations cliniques, de nos thématiques de plaidoyer autour de l'interprétariat professionnel qui est un des sujets, mais aussi plein d'autres sujets, les difficultés d'accès aux soins pour les exilés, etc. etc. Et je vous ai dit, cette précarisation immense en cours depuis plusieurs années, plus pour les exilés en France, et au sein d'un réseau qu'on a appelé Reseda. Donc au sein de Reseda, il y a un centre Osiris à Marseille, un centre Paroles sans frontières à Strasbourg, un centre Essor à Lyon, un centre Ethnotopie à Bordeaux, un centre Caméléon à Grenoble, j'espère que je n'oublie personne, un centre Appartenance en Suisse et un centre Ulysse à Bruxelles. Nous y avons depuis 2 ans aussi, invité des collègues libanais de Restart et des collègues algériens à nous rejoindre. Donc ça nous fait, on est régulièrement en contact, 4 fois par an,
pour des échanges cliniques et de plaidoyer ensemble. Donc on est renforcés et on essaie de faire en sorte, encore une fois, que personne ne se sente seul avec cette clinique extrêmement difficile et qui nécessite la pluridisciplinarité. Nous menons aussi des actions politiques avec la Coordination française pour le droit d'asile, pour les questions que je vous ai citées tout à l'heure, avec une plateforme qui s'appelle InfoMi, qui s'occupe des mineurs isolés étrangers, qu'on appelle maintenant mineurs non accompagnés, puisque nous recevons des mineurs dans notre public. Nous sommes un centre de soins, un des rares centres de soins pour victimes de torture qui recevons et des adultes et des enfants, donc des mineurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Nous nous auto-saisissons pour faire des rapports autour des thématiques qui émergent au sein de l'équipe, qui nous paraissent excessivement importants à partager avec d'autres et qu'il faut dénoncer. Donc nous avons en 2012 sorti le premier livre blanc autour des soins et l'accès aux soins pour les victimes de torture en France. L'état, c'était le premier état des lieux, si vous voulez, des soins aux victimes de torture en France, qui laisse à désirer. Et nous l'avons fait avec plein d'autres professionnels et les centres de soins que je vous ai cités tout à l'heure pour être une vraie force de proposition. Et nous avons eu beaucoup de recommandations à faire sur le sujet. Mais quand on écrit, et ce livre blanc a été préfacé par Simone Veil, donc c'est précieux je trouve, où elle a fait le lien entre la Shoah et aujourd'hui, l'état des choses en termes d'accueil des exilés. Pour faire un livre blanc qui puisse intéresser quiconque, et notamment les médias, pour en faire état de la situation, il fallait arriver à une estimation du nombre de personnes concernées par la torture, par des violences graves, telles que la torture, par des événements traumatiques que les exilés ont eu à traverser, pour dire qu'il s'agit de tant de personnes qui ont besoin de soins adaptés pour ces personnes. Et nous sommes arrivés par recoupement d'études et d'écrits concernant les exilés à une estimation, tenez-vous bien, à 125 000 personnes en 2012 en France, qui nécessiteraient des soins en lien avec un vécu de torture et de violence politique en France. 125 000 personnes. En 2012, c'était le nombre de personnes qui vivaient avec le VIH à l'époque. Donc on essayait de dire par ça, par un chiffre comme ça, en disant que c'était en plus une sous-estimation, puisqu'il faut toujours s'imaginer que derrière chaque personne, il y en a d'autres. Il y a des époux, des conjoints, des enfants. Ça en fait du monde qui nécessiterait des soins, une prise en compte, une prise en considération de ce qu'ils ont vécu suite à la torture et à la violence politique. Aujourd'hui, on estime avec du recul, donc on est en 2021, sans doute à 145 000 personnes vivant en France comme victimes directes de torture et de violence politique qui nécessiteraient des soins. Ça en fait du monde. Je crois qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Et nous avions eu, je me souviens à une époque, Jacques Lebas, médecin qui était précurseur dans la création de lieux de soins pour des personnes en situation de précarité, qui nous a dit « Je vous sens un petit peu dépité parfois quand vous faites du plaidoyer. Ne soyez pas dépité. » Il a dit « Mon expérience montre que pour qu'un sujet devienne un sujet de santé publique, il faut 20 ans de plaidoyer. » Donc il nous a donné du courage. C'est vrai. Mais il faut 20 ans pour faire en sorte qu'un sujet émerge et fasse sens et perce comme une nécessité. Donc on n'a pas arrêté depuis, effectivement, de faire des rapports pour dénoncer les choses. On a fait un rapport en 2016 concernant les déboutés du droit d'asile. On s'est rendu compte que plus de 50% de nos patients étaient déboutés ou avaient été déboutés. Comment se fait-il que 53% de personnes qui sont suivies dans un lieu spécifique pour les victimes de torture et de violence politique aient passé à travers les mailles du filet de la demande d'asile? Comment se fait-il que la procédure de la demande d'asile laisse ces personnes passer sans leur octroyer un statut stable en France? Comment se fait-il
qui sont si mal lotis, si handicapés pour faire valoir ce qu'ils ont vécu, pour obtenir un statut qui reconnaisse la véracité de ce qu'ils ont vécu. On a essayé de nommer, lister les raisons et de faire des recommandations pour que cela cesse. Ça a eu un certain écho quand même, je dois dire, puisque la Cour nationale du droit d'asile nous a sollicité pour faire des formations, quand même, pour faire entendre que les effets des traumatismes faisaient que les personnes traumatisées étaient encore moins bien loties pour faire valoir leur droit à l'asile. Je viens enfin au centre de soins. Qu'est-ce que fait le centre de soins? Quel est le mandat de l'association? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le redire. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné. C'est un lieu de soins et de soutien pour les personnes victimes de torture et de violences politiques. Le mot, pour moi, le plus important dans cette dénomination, c'est le mot « personne ». Ce sont des personnes, et c'est ça notre boussole. Nous accueillons des personnes, nous n'accueillons pas des victimes. Nous accueillons des personnes qui ont été victimes d'événements graves, de barbarie, de violences politiques, de guerre, d'atrocités, des persécutions. Et nous accueillons des personnes qui ont eu une vie avant et que nous allons accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent avoir une vie après, qu'il y ait un mouvement. Parce que ce qui se passe quand on est confronté à un traumatisme, c'est que la vie se fige. Il y a un avant et on imagine qu'il n'y a pas un après. Ça s'arrête. C'est permanent, c'est là, c'est présent, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est chaque seconde. Ça vous envahit la tête, ça vous envahit la vie, ça vous empêche d'apprendre le français, ça vous empêche d'avoir des relations durables, ça vous empêche de faire confiance, ça vous empêche de vous reconnaître. C'est beaucoup, plusieurs fois, beaucoup de patients viennent en disant « je ne me reconnais plus, je n'étais pas comme ça, ce n'est plus moi, j'ai peur de devenir fou, j'ai peur de devenir folle, je me demande si je ne suis pas déjà folle ». C'est vraiment un changement chez les personnes qui ont eu à vivre ça. L'équipe du centre de soins, juste pour que vous ayez une idée de la taille de l'association, nous sommes 25 salariés aujourd'hui. Donc, en 26 ans d'existence, l'association a grandi évidemment. Le centre de soins aussi. Nous sommes 3 fois plus grands aujourd'hui qu'à nos débuts. Et nous estimons avoir atteint une taille maximale. On n'a pas envie de grandir plus. Parce qu'on a envie de maintenir notre mode de travail, c'est-à-dire avoir le temps, de se donner du temps pour pouvoir échanger, parce que c'est essentiel. Si l'équipe ne peut pas échanger entre elles, si, comment dire, le seul moment d'échange possible, c'est dans les couloirs, ce n'est pas possible. Le temps du travail, ça exige aussi des temps d'échange, des espaces d'échange institutionnels. Donc ça a été instauré dès que le centre de soins a ouvert ses portes. L'équipe aujourd'hui, l'équipe du centre de soins est constituée de 19 personnes, avec moi inclus. Il y a 3 personnes qui sont chargées de l'accueil, hein, des personnes très importantes. C'est vraiment le socle du travail. C'est le service accueil qui organise tous les rendez-vous, qui accueille ce monde qui vient et qui est l'interface entre les patients et l'équipe de soins. Ils sont vraiment très importants, ils sont dans toutes les réunions également, hein. Ils font partie de l'équipe. 3 personnes à l'accueil. Il y a 3 médecins généralistes à mi-temps. Il y a une kinésithérapeute à un tiers de temps. Nous avons 7 psychologues cliniciens, 7 personnes qui sont aussi à mi-temps et qui sont tous psychanalystes. Là aussi, c'est une boussole pour nous. La théorie psychanalytique pour nous est une boussole. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là aussi, l'importance pour des psychologues psychanalystes, c'est que là aussi, on accueille des personnes singulières. On ne sait pas à leur place, nous n'avons pas un outil, une méthode toute faite,
un protocole de soins tout pensé, nous accueillons à chaque fois une personne singulière. Et on va laisser cette personne dérouler sa connaissance. C'est elle qui sait. C'est elle qui va nous aider à l'aider. C'est avec elle qu'on va cheminer pour trouver ce qui peut être nécessaire pour qu'elle puisse aller mieux. Cet accompagnement est proposé dans la durée. Il ne s'agit pas, comme on a pu constater dans certains centres de soins que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ces congrès annuels, etc., au niveau européen, qui ont des protocoles de 14 séances où on embrasse tel et tel sujet, le deuil, le machin, le truc, etc., et ça devrait aller mieux. Ben non, non, non. Parfois, il faut prendre beaucoup de temps. Et ça va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, la durée moyenne des suivis au centre est de 3 ans. 3 ans, ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, quand vous pensez à combien c'est facile de détruire un être humain, détruire ou atteindre l'intégrité physique et psychique d'une personne, combien on peut atteindre l'intimité d'une personne, combien l'humiliation peut avoir des effets de très longue durée, très complexes, il en faut du temps parfois pour permettre à la personne de retrouver confiance en lui-même et retrouver confiance en l'autre, parce que c'est ça qui a été brisé souvent. C'est cette confiance possible en l'autre humain. Et ça prend du temps. Donc avant que quoi que ce soit puisse être instauré au niveau d'un suivi, d'un traitement, c'est instaurer un lien de confiance qu'il importe de mettre en œuvre. Et ça prend du temps. Et à chaque fois, c'est un recommencement. Avec chaque patient, on ne le sait pas à l'avance de quoi il aura besoin, de combien de temps il peut avoir besoin pour aller mieux. Donc quand je vous dis 3 ans, c'est la durée moyenne, c'est vraiment la durée moyenne. On connaît des personnes parfois et des familles parfois, pendant 7 ans, 12 ans, 13 ans, 22 ans. Il se trouve que le patient numéro 1 est là toujours. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement attristant. Mais en même temps, je pense que ça nous rend humbles, modestes dans ce qu'on peut vouloir atteindre. On voit à quel point la torture peut, parfois souvent, atteindre la personne à vie. Et qu'on peut l'accompagner, mais on ne peut pas nécessairement restaurer tout. C'est pas comme avant. Ça ne serait pas comme avant. Et le fait de voir ce monsieur que je connais maintenant depuis bien plus de 26 ans, parce que c'est un monsieur dont j'étais l'interprète bien avant, venir au centre, ne serait-ce que 2, 3, 4 fois par an, ça me rappelle toujours qu'il a besoin de ce lieu. Et c'est son espace. Et il peut revenir quand il veut. Il a besoin de ce lieu. Est-ce que ça veut dire qu'on a mal travaillé? Je ne le crois pas. Je crois que ça veut dire à quel point la torture est quelque chose de monstrueusement monstrueux, juste monstrueux, et que ça peut avoir des effets de très très longue durée. Je voulais vous dire aussi à quel point il est important de recevoir à la fois des adultes, mais aussi des enfants, parce que je trouve que nous avons un effet qui n'est pas calculable, mais qui est bien réel, c'est d'être dans la prévention de la transmission transgénérationnelle du trauma. On essaye justement de briser ça, que le trauma ne soit pas transmis à l'état brut à la génération future, que les choses soient parlées, ce qui ne veut pas dire tout raconter à tout le monde, c'est pas ça du tout, mais remettre ou aider que chacun puisse prendre sa place au sein d'une famille, que la dynamique familiale, relationnelle, puisse de nouveau être sainement présent et que ça ne soit pas que du trauma qui soit transmis. Je crois aussi que nous jouons un rôle très important dans la prévention du suicide. Là aussi, on ne peut pas le pointer, mais je sais qu'on est là pour quelque chose. On arrive à faire en sorte que les personnes s'accrochent, qu'ils soient dans fassent confiance à ce lieu et à ses soignants pour pouvoir avancer alors qu'ils ont vécu des horreurs.
Je n'ai pas oublié, mais je le dis tout de suite, que l'équipe est complétée aussi par la présence de 2 assistantes sociales. Oh, très important de pouvoir accompagner les personnes dans leur quotidien, dans ce qui existe ici ou ce qui n'existe pas ici, mais qu'ils puissent être, que leur plainte puisse être entendue et accompagnée, et une juriste à plein temps. Très important. Ce n'est pas, l'accompagnement social et juridique n'est pas seulement là pour rendre les soins au sens strict possible, c'est du soin. Prendre soin, je veux dire prendre en considération ce que les patients vivent au quotidien et prendre en considération qu'il faut une reconnaissance de ce qui a été vécu et qu'il y ait une possibilité de vivre sereinement et dans un sentiment de sécurité avec un statut stable en France, ça c'est prendre du soin, ça fait partie du soin. Donc les soins aux victimes de torture aujourd'hui nécessitent nécessairement une prise en compte socio-juridique autant que du médico-psychologique. C'est très important que je vous dise ça. Je ne sais pas quelle heure il est, vous me faisiez des signes. Il faudrait m'arrêter. Je voudrais juste vous dire... Comment ? Répondez aux questions. Oui, ok. Je voulais peut-être dire un mot aussi sur les finances d'une telle association. C'est une association, je vous ai dit, donc 25 salariés. Ça fait 17, 18 équivalents temps plein. Le salariat est très important. L'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça ne soit pas des demi-journées par-ci, par-là, donné, et qui peut aussi être repris, est très important. Le fait que l'ensemble des actions, que ce soit donc le centre de soins, la formation, le plaidoyer, repose sur du salariat est important parce que c'est un temps où l'équipe grandit ensemble, mûrit ensemble, réfléchit ensemble à des sujets et des thématiques qui puissent être partagés ensemble et voilà, transmis à d'autres ensemble avec une réflexion commune. Et ça nécessite du temps. Tous les mardis après-midi, on est fermé au public parce que nous sommes en réunion d'équipe pendant 3h30, 4h. C'est très important. On parle des situations concrètes, on parle des situations d'urgence, on parle des stratégies de soins, on parle de toutes les orientations internes. Quand les personnes sont orientées, ça ne se passe pas dans les couloirs et ce n'est pas une personne qui décide, c'est discuter tout ça. Il y a un portage collectif, si vous voulez, de nos patients et nos soucis autour des patients. Et on parle ensemble. Depuis plusieurs années maintenant, on a introduit les bonnes nouvelles. On partage les bonnes nouvelles ensemble. C'est pas juste dit, là encore, dans le couloir ou au hasard. C'est un moment important. Je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer sur ce que nous avons accompagné dans ce sens-là. Et une fois par mois, ce temps du mardi après-midi est un temps de supervision d'équipe. C'est quelque chose qu'on promeut beaucoup aussi quand on fait des formations. On dit aux équipes que c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur à l'institution qui vous permet de réfléchir sur ce que vous faites pour prendre du recul, pour savoir comment vous travaillez ensemble, comment articuler vos interventions, etc. etc. Mais voilà, avec quelqu'un d'extérieur à l'institution, c'est encore plus sain. Et on fait ça pour beaucoup d'institutions, beaucoup d'équipes. On se déplace beaucoup. Oui, pour revenir aux finances, donc petit à petit, l'association a grandi. Aujourd'hui, nous avons un budget de 1 700 000. Évidemment, le poste le plus important, c'est les salaires de l'équipe, mais aussi l'interprétariat. Aujourd'hui, l'interprétariat prend 10% de notre budget. C'est proche de 45 demi-journées de présence par semaine. 45 demi-journées de présence. On couvre 25 langues. Il y a représenté 50 nationalités différentes par an. En 26 années, nous avons eu des personnes originaires de 125 pays. C'est pas très glorieux pour l'état du monde, ce chiffre. On a entendu dire qu'on était proche de 300 pays dans le monde. 185. Combien ? 189. 125 pays représentés depuis tout ce temps où il y a torture, violence politique, persécution, guerre, et j'en passe. C'est très parlant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Nous avons, pardon, juste deux choses. Ah oui, vous pouvez. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons
40 à 45 différentes sources de financement. 40-45 différentes sources de financement. Ça veut dire quoi? 40 à 45 rapports. 40 à 45 rapports intermédiaires. C'est 40 à 45 saucissonnements de notre activité pour voilà, proposer des tranches différentes à différents bailleurs. C'est un travail de dingue. Nous avons 2 personnes à plein temps qui cherchent le financement. Une personne qui cherche et qui essaie de maintenir les subventions publiques, et une autre qui cherche des moyens privés. Nous sommes arrivés aujourd'hui à presque. Il y a un petit peu plus de public que de privé, oui. Mais avant, on était quasiment entièrement public. Je le rappelle. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. En fait, on peut imaginer qu'un lieu comme le nôtre, qui a fait ses preuves, qui accueille, oui. Voilà, qui est maintenant connu, qui a une certaine réputation, tous les bailleurs qui viennent jusqu'à nous, pour visiter le lieu, parce qu'on les invite beaucoup, c'est très stratégique de notre part. Ils trouvent que ce qu'on fait est formidable. Formidable. Sauf que, voilà, c'est une bataille chaque année, de clore l'année. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment on va clore cette année. On est d'accord? C'est difficile, oui. C'est difficile, c'est toujours difficile, ça a toujours été difficile. Mais voilà, donc c'est à savoir. On peut peut-être imaginer le contraire, c'est un lieu de soins, c'est un lieu qui est reconnu comme centre de santé, on a la possibilité de nous faire rembourser les actes médicaux, et kinés, etc. Mais les actes médicaux qui sont remboursés ou remboursables, c'est rentable entre guillemets quand c'est des consultations médicales qui durent 13 à 15 minutes. Mais quand ils durent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et quand c'est avec interprète, etc., et qu'une bonne partie des patients, alors qu'ils y ont droit, n'ont pas un accès effectif à la CMU, à l'AME, à une couverture maladie. Quand c'est pas effectif, on ne peut pas se faire rembourser quoi que ce soit. Donc voilà, c'est 1001 choses auxquelles il faut penser pour qu'un lieu comme ça puisse tourner, puisse atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, avec la Libye et tout le reste, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ont effectivement été torturées. Il y a une augmentation du pourcentage de nombre de personnes qui ont effectivement été déclarées dès le premier entretien d'accueil qu'ils ont été victimes de torture. Aujourd'hui, ils sont 60% des patients qu'on reçoit ont été effectivement victimes de torture. S'ils ne l'ont pas été dans leur pays d'origine, ils le seront pendant le périple du voyage. Et ça, c'est atroce, c'est inimaginable. Les choses qu'on peut entendre, donc aussi bien de la Libye que la traversée de la Méditerranée, sont particulièrement ignobles. Particulièrement, les patients sont hantés par ces événements. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci, Cybèle. Si vous avez des questions, des commentaires. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Je voulais savoir où ça se situait, votre centre. C'est au 107 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. C'est vraiment tout près de République. 107 avenue Parmentier. Donc vous le verrez sur la documentation, c'est toujours la même adresse, c'est toujours le même locaux d'ailleurs depuis l'ouverture. Et on cherche à déménager puisque maintenant on a grandi, on a pris de la place au 107. On est toujours au 107 mais on est au 2e étage, 3e étage, 5e étage. Donc c'est pas très commode. Est-ce que vous travaillez avec les passes dans les hôpitaux? Ça nous arrive, oui, bien sûr. C'est parfois les passes qui nous orientent les personnes. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que le contraire. Oui. Jacques? J'imagine que vous êtes sûrement une association laïque, non confessionnelle, ouverte à tout le monde. Oui. Qu'en est-il de l'approche spirituelle de ceux qui arrivent, quelle que soit leur religion, et le drame par rapport à est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il est dans toute cette horreur de l'humanité? Alors, je pense que ce sont des questions qui sont abordées effectivement en séance avec les psys, parfois avec les médecins.
ça peut être abordé. On n'a pas une position institutionnelle sur la question, mais nous voulons, ça fait très longtemps que nous voulons consacrer un numéro de mémoire à ces thèmes, parce qu'on sait à quel point des patients ont un lien très fort avec les églises en arrivant en France, et que c'est un soutien non négligeable pour beaucoup de personnes qui ont perdu tout, qui sont en lien avec plus avec personne, et pour qui c'est une deuxième famille non négligeable, et un réel soutien pour, à la fois concrètement, matériellement, il faut pas le négliger, mais aussi spirituellement, je veux dire, c'est très, très important. Une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres organismes comme Primo Levi dans d'autres pays? Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, à partir des années 80, c'est pour ça que j'essaie de situer un petit peu, contextualiser, c'est qu'à partir des années 85, premier centre au Danemark, quasiment deuxième centre en France, puis partout dans le monde, il y a quasiment partout dans le monde maintenant, il y a des centres de soins, impulsés aussi par un conseil international des centres pour victimes de torture, qui a été créé comme extension du premier centre au Danemark. Il y a un conseil international avec une organisation par continent, et là aussi des congrès, des rencontres régulières, pour ne pas se sentir seul. Je vous dis, c'est très important pour les équipes d'être confrontées à d'autres équipes qui ont déjà acquis une expérience, ou certaines qui travaillent comme ci, peut-être qu'on pourrait essayer comme ça, etc., etc. Et pour nous aussi, ce réseau francophone, ça me paraît très important. On arrive quand même à se réunir 4 fois par an. Ah oui, ça vous paraît beaucoup, ça l'est, mais c'est tellement essentiel pour plein de lieux qui sont plus récents que nous, et qui ne sont pas nécessairement organisés avec un projet complet. Donc ce projet complet, avec ces 3 axes de travail qui se complètent, qui sont complémentaires, et qui donnent des forces, parce que savoir que l'association dans laquelle vous travaillez participe aussi à ce que ça change la donne, qui est quelque part militant, ça vous soutient en tant que clinicien. Et en tant que clinicien, vous avez la possibilité d'être impliqué pleinement dans l'association dans laquelle vous travaillez. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais il y a beaucoup de lieux aussi qui travaillent qu'avec un centre de soins et qui se sentent un peu coupés. Ils ont l'impression d'aider, mais de ne pas participer à quelque chose qui puisse participer au changement, de voir. Mais il faut 20 ans, comme je vous ai dit, pour qu'un sujet devienne un sujet de santé publique. Mais, et en lien avec la particularité de cette journée, le 13 novembre, il faut savoir que les psychotraumas, les traumatismes psychiques d'événements majeurs, je ne sais même pas comment le qualifier, les attentats qui ont pu avoir lieu en France, ont permis à ce que ça devienne un sujet. Le public français a été sensibilisé aux effets du psychotrauma, puisqu'ils se sont rendus compte que les victimes de tels événements vivent avec très difficilement, et qu'il y a des familles éclatées, des personnes qui ne peuvent plus retrouver leur travail, qui sont plus en état, qui ont besoin d'être suivies dans le long terme. C'est devenu enfin quelque chose d'entendable, puisque ça a eu lieu ici avec les nôtres. Donc maintenant, on peut aussi admettre. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Une dernière question? Est-ce que vous travaillez en lien avec des structures de justice réparatrice? C'est une très bonne question. Non. Parce que j'ai une expérience de projet en Côte d'Ivoire, où il y avait, dans une région très perturbée par la guerre civile, il y avait eu des atrocités. Nous avons mené un projet de rencontre entre agresseurs et victimes. Ici, il se trouve qu'ils sont ailleurs que dans leur pays, c'est vrai. Il y a eu quelques patients qui ont voulu poursuivre leur tortionnaire au niveau de la CEDH, qui ont essayé qui connaissaient nommément leur tortionnaire, qui sont allés, qui ont constitué un dossier. Nous les avons mis en contact avec des avocats spécialisés. Et en fait, ils sont peu nombreux. À un moment, quand il y a reconnaissance
de l'aspect, quand il y a un statut, le statut de réfugié qui reconnaît qu'il y a eu, quelqu'un a été victime de quelqu'un d'autre, hein, et qu'il mérite à ce titre d'être accueilli et bénéficier d'une protection internationale, d'où l'importance de tous des conventions internationales, c'est très important. Quand il y a cette reconnaissance-là, ils peuvent aller de l'avant et voilà, chercher à constituer une vie ici. Hein, il y a une réparation quelque part qui a pu avoir lieu, hein, qui a pu commencer. Monsieur, oui. Vous avez parlé d'un dialogue possible avec les autorités de tutelle des réfugiés. Quel est-il? Tu veux répondre? Non. Non, allez, je vais dire c'est compliqué. Ouais. Voilà. Parce que les doctrines, elles aussi, évoluent. Les personnes avec lesquelles on peut prendre langue ne sont pas forcément les mêmes aussi. C'est vraiment pas simple du tout. Hein. Mais ceci dit, sauf erreur de ma part, le ministère de l'Intérieur finance. Oui, on a des bonnes surprises tous les ans. Oui, oui. Jacques, la dernière. Vous avez évoqué la souffrance des gens rejetés qui, malgré effectivement leur drame vécu, il y a un très beau témoignage qui circule sur les familles d'accueil de ce Rwandais qui a mis le feu à la cathédrale de Nantes et qui a tué un père religieux. Oui. Un très beau témoignage parce qu'il ne veut pas justifier les actes horribles de cet homme, mais ils expliquent ce rejet qui l'a fait ne plus exister parce qu'il était refusé de son histoire et qu'il a souffert dans cette histoire-là. Et je pense que d'autres dramatique. vivent ça et que c'est terrible quand on n'est pas reconnu réfugié politique officiel. C'est dramatique. Quand je vous dis qu'il y a des patients qu'on connaît depuis 7, 10, 12 ans, c'est souvent parce qu'il n'y a pas eu de statut, il n'y a pas eu de reconnaissance. Hein, ils sont dans une espèce de marasme voilà, innommable, effectivement. Et quand il y a un statut qui arrive, parce qu'on a une juriste qui est quand même extrêmement déterminée, et elle est extrêmement déterminée, quand il y a un statut qui arrive après toutes ces années, eh ben, c'est plus du tout ça. Hein, c'est plus du tout la joie ni quoi que ce soit, parce que trop tard, parce qu'un gâchis immense, il est question d'un gâchis immense. Merci Cybèle. Merci de votre invitation.